Bienvenue dans ce numéro de PAF consacré aux élections départementales et régionales qui ont eu lieu hier avec un grand nombre d'invités. Sandrine Grand-Gambe, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjointe de Trappes, conseillère régionale et représentante de Génération S. Jacques Chenet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire fédéral du Parti socialiste. Patricia Millot, bonjour. Bonjour. Vous êtes la co-secrétaire départementale de Europe Écologie Les Verts. Et puis Jean-Baptiste Amonique, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Villepreux, vous êtes le président du MoDem des Yvelines. Et en plateau, Sébastien Ramage, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la France Insoumise, conseiller municipal de Guyancourt. Et vous étiez tête de liste sur la liste de Clémentine Autain au régional. Cyril Naute, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Rassemblement national. Vous étiez candidat vous êtes toujours d'ailleurs candidat à Mantes-la-Jolie, face notamment à Pierre Bédier. Laurent Mazory, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjoint d'Elancourt, vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines et membre de l'UDI. Et Pierre Luce, vous êtes délégué départemental de La République En Marche. Bonjour. Voilà, pour les Yvelines. Alors, on va peut-être commencer par le premier thème. Je me demandais si, au fond, la démocratie n'est pas blessée par l'abstention record de ce vote de dimanche. D'abord, votre sentiment, 67, 66, 68% d'abstention, c'est une catastrophe démocratique ? Oui, je pense qu'on peut vraiment parler de crise démocratique. Les Français viennent de subir une crise sanitaire, une crise sans doute économique et sociale qui va survenir et qui va durer un certain temps, une crise sécuritaire, et maintenant nous payons les conséquences de tout cela avec cette crise démocratique. Les Français ne se sont pas déplacés. Monsieur Ramage. Disons que la participation des Français au vote, elle dépend des gens qui y a autour de cette table, des politiques. Et voilà, on va peut-être d'abord si sur le constat, puis après on va peut-être si vous voilà, les c'est causes. une catastrophe, oui, voilà. Oui. Oui, Pierre Luce. clairement, c'est une catastrophe. Ouais. Et effectivement, On va voir particulièrement pourquoi chez les les causes jeunes. de cette catastrophe. Mais pour vous, oui, Laurent Mazory. Oui, bien sûr que c'est une catastrophe, mais je pense que l'on paye aussi des années, des dizaines d'années d'erreurs en matière de communication politique, y compris quand on a réformé un certain nombre de lois et qu'on a voulu plus de transparence sur la vie politique. En même temps, on a interdit les campagnes d'affichage extérieur et on a transféré en fait une partie du dialogue politique vers les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les gens pensent, au lieu de voter, que quand ils s'expriment sur un réseau social, ils votent. Et donc, ils ne vont plus voter. Sandrine Grand-Gambe, sur cette abstention. Moi, ce qui m'alerte particulièrement, c'est le taux d'abstention chez les jeunes, qui doit vraiment être un élément de réflexion collectif, parce que si notre jeunesse ne va plus voter, c'est très inquiétant pour l'avenir. Là. Jean-Baptiste Amonique. Oui, évidemment une catastrophe, et je rejoins ce qui a été dit, notamment c'est plus qu'une inquiétude, c'est aussi une catastrophe sur le vote des jeunes, 25-34 ans, 83% d'abstention. Et évidemment les raisons sont pas liées à la crise sanitaire, c'est beaucoup plus profond que ça, et je crois commencez avec les raisons, si vous voulez. S'interroger collectivement pour qu'il y ait un vrai sursaut démocratique dans notre pays, surtout à l'aube de l'élection qui est centrale en France, qui est l'élection présidentielle. Ouais. Pardon, ça a été dit, en tout cas on a commencé à aborder le sujet. Je pense que c'est plus de 30 ans de politiques qui ont été menées et qui n'ont pas donné satisfaction. Alors c'est très difficile de comprendre. Oui. Non, allez-y. Oui, mais je pense qu'il n'y a personne qui pourra satisfaire d'un tel score. Après, les interprétations... Oui, je disais que personne ne peut se satisfaire d'un tel score. Dans l'abstention, c'est évident, et il n'y a aucun parti politique qui en sera satisfait. Sauf que c'est les conséquences de politiques et de règles électorales qui ne correspondent plus aux aspirations des citoyens actuels. D'accord. Alors, à qui la faute ? Donc, peut-être qu'on pourrait d'ailleurs dire c'est peut-être d'abord la faute des citoyens, non ? On n'arrête pas de se plaindre de la façon dont on est gouverné, de se plaindre de la classe politique. Là, il y a quand même une offre qui va de vous, de la France Insoumise, au Rassemblement national, donc une offre quand même assez large, et les gens n'y vont pas. Peut-être quand même qu'au lieu de râler tout le temps, il faudrait peut-être faire preuve de civisme à un moment, non ?
Un problème de confiance, peut-être surtout. Je pense qu'il faut que toutes les formations politiques prennent leurs responsabilités aussi dans ce manque de confiance. Je parle de toutes les formations politiques, à commencer par la majorité présidentielle, dont c'était un peu le pari de redonner confiance. Oui, force est de constater la démocratie, disait. Force est de constater qu'on n'a pas encore trouvé la bonne recette pour le faire, mais je pense que l'ensemble des formations politiques sont responsables, y compris celles qui jouent sur la défiance, le populisme, pour essayer de gratter des voix parmi les mécontents en cultivant ce mécontentement. Et je pense qu'on n'a pas à y gagner, à faire ça. Cyril Note, justement, c'est vrai que vous avez fait, c'était une campagne départementale, régionale, vous avez beaucoup parlé de sécurité, de terrorisme, d'immigration, qui ne sont pas à proprement parler les sujets de compétence. C'est vrai, parce qu'on sait... Est-ce que le fait d'avoir nationalisé la campagne, est-ce que ce n'était pas une erreur, au fond ? Non, je ne pense pas. Malheureusement, ça n'a pas marché et je le regrette. Mais effectivement, on sait que parmi les élections qui n'attirent pas, les élections régionales et départementales sont les premières. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité nationaliser le débat, pour que les électeurs, les sympathisants de Marine Le Pen se déplacent. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est resté une élection de notables locaux et les sortants sont sortis renforcés. C'est le cas pour les régionales avec Valérie Pécresse en Ile-de-France, par exemple. C'est le cas dans les Yvelines avec les binômes soutenus par Pierre Bédier. Et je suis le premier à le regretter. Mais vous pensez que ce n'était pas une erreur de nationaliser la campagne. Vous l'avez aussi un peu nationalisé, Pierre Luce, par exemple dans le Nord, en mettant... Il y avait 4 ou 5 ministres qui sont venus. Ça, ce n'était pas une erreur politique, en tout cas ? Je ne sais pas si c'était une erreur politique, c'était des ministres qui avaient envie de s'engager aussi sur leur territoire. Ils n'ont pas été parachutés, ils sont allés défendre des projets de territoire qui leur tenaient à cœur. Et ça n'a pas suffi pour redonner confiance en ce projet. Mais je pense que personne ne regrette, en tout cas, d'y avoir été... D'y avoir été peut-être pas, mais d'avoir nationalisé un peu cette campagne qui, au fond, est une campagne plutôt de territoire. Parce qu'il y a un grand enjeu quand même qui était important, qui est la décentralisation, qui passe un peu inaperçu dans cette campagne, non Si je peux rebondir sur ce que vous disiez, moi je vous rejoins en fait, c'est que ça a été nationalisé dans le sens où on ne voit pas la différence entre le débat public ces 2 dernières semaines et le débat public il y a 2 mois, il y a 3 mois. On est toujours sur les mêmes... on va de polémique en polémique. Islam, insécurité, immigration, toutes ces choses-là. Et en fait, dans ce gloubi-goulba nauséabond qu'on a sur les plateaux télé depuis 3 mois, hop, on est venu insérer l'élection régionale. Ça ne m'étonne pas que les gens ne sont pas allés voter. Ils n'étaient pour la plupart même pas au courant de l'existence de l'élection. Et en fait, on ne peut pas dire que c'est la faute des électeurs, déjà parce qu'on est en démocratie, c'est le gouvernement par et pour le peuple, et donc si le peuple ne va pas voter, c'est qu'il y a un problème au niveau de la structure, mais aussi parce que les partis politiques n'ont pas joué leur rôle dans leur implication dans cette campagne, et ce qui a comme effet boule de neige aussi une partie de la sphère médiatique qui, du coup, ne voyant pas les politiques se bouger, n'a pas d'intérêt à couvrir cette même élection, et donc... ça, il y a un effet boule de neige et au fur et à mesure, on se retrouve avec... Pour moi, j'ai rarement vu une élection aussi peu médiatisée, qui crée aussi peu d'espace politique de débat sur les vrais sujets. Et je finis là-dessus. Effectivement, certains partis de droite ont fait le choix d'aborder la campagne uniquement sur l'insécurité et sur des débats nationaux. Moi je ne m'étonne pas, en tout cas, qu'on ait du mal un peu à voir les compétences des régions et les compétences des départements quand il n'y a personne qui accepte d'en parler. C'est aussi une partie des responsabilités des têtes de liste, notamment d'opposition, notamment à droite, d'avoir nationalisé ça en faisant une primaire, en tout cas pour les régionales, une espèce de primaire pour les présidentielles, à grands coups justement de sujets régaliens, de choses comme ça qui n'avaient pas grand-chose à faire dans le débat. Je pense que notre responsabilité, elle est totale. Elle est totale et elle est historique. J'ai parlé tout à l'heure de communication. Moi, je tenais un bureau de vote. Les gens ne savaient même pas qu'il y avait 2 élections. Ils pensaient qu'en fait, il y avait 2 tours quand ils venaient voter. Donc, on voit bien qu'on n'a pas assez communiqué et on voit bien que les canaux de communication sont insuffisants aujourd'hui. Mais je reviendrai surtout sur un point fondamental. Si on veut qu'un peuple et une population votent, il faut lui apprendre ce qu'est le vote et il faut l'éduquer civiquement. Et donc, ça commence à l'école. Qu'est-ce qu'un conseil départemental ? Qu'est-ce qu'il gère ? Est-ce que c'est une élection territoriale ? Qu'est-ce qu'une région ? Quelles sont ses compétences ? En gros, on va dire que globalement,
finalement, c'est quoi la politique? C'est je prends de l'argent chez les gens au niveau des impôts et je le redistribue dans l'intérêt général. Eh bien, comment se fait cette redistribution dans l'intérêt général? À l'échelon national, à l'échelon départemental, à l'échelon régional. Aujourd'hui, si vous interrogez notre population, et moi je le fais souvent dans les écoles, vous voyez que les enfants ne savent pas, mais on ne peut pas leur reprocher. Personne ne leur apprend. Et notre responsabilité à tous ici, c'est effectivement, quand on est au pouvoir, quand on a cette capacité à faire, il faut apprendre, il faut donner le savoir. Sinon, on ne peut pas ensuite reprocher aux gens qui ne s'y intéressent pas. À quoi s'ajoute peut-être une donnée un peu technocratique. C'est vrai que si vous regardez les compétences des départements, des régions, c'est quand même extrêmement compliqué à déterminer. Non, c'est vrai, il y a des tableaux qui sont absolument incompréhensibles. Dans les grandes lignes, je pense que les gens... Donc les grandes lignes, voilà, les grandes lignes sont toujours plus simples. Justement, Patricia Millot, quelle est votre analyse, vous, de cette abstention et des raisons de cette abstention? Moi, je pense que d'avoir 2 élections avec des scrutins différents le même jour, c'est pas une bonne idée. Les gens sont un peu perdus, ils comprennent pas quel type d'élection, à quoi ça correspond, vu que les scrutins sont pas de la même façon. De toute façon, je pense que la démocratie est altérée par des scrutins incompréhensibles et le choix du mode de scrutin est très important et je pense que beaucoup de gens attendent une vraie représentation démocratique et c'est pas le cas avec des scrutins comme on en a actuellement, majoritaires à 2 tours avec une prime au premier. Je pense que ça ne correspond plus à ce qu'attendent les gens de la représentation. Il faut pas avoir peur des représentations des différents partis politiques. Parce que les gens se sentent non reconnus quand, avec un bon pourcentage, ils n'ont pas d'élus. Voilà. Jean-Baptiste Amonique, peut-être, votre analyse. Non, écoutez, moi je pense qu'il y a un sujet politique auquel aucun de nous aujourd'hui n'a de réponse. On essaye d'analyser les raisons de ce fort taux d'abstention, mais si on avait les solutions, on n'en serait pas là. Donc déjà, ça impose un petit peu de modestie, d'humilité de la part de l'ensemble de nos formations politiques. Et donc, il y a ce sujet politique. Après, je crois qu'il y a un autre sujet qui est celui de l'éducation civique. Et quelque part, moi, je l'ai vu toute la journée d'hier en tenant le bureau de vote principal, le bureau centralisateur à Villepreux. Les gens ne savaient pas pourquoi ils votaient, pour qui ils votaient, quelles étaient les compétences de la région, du département. Donc je crois qu'il y a déjà, dès l'école, un travail assez colossal à faire et à reprendre sur le rôle de nos institutions, sur le rôle de nos différentes représentations. Et enfin, je crois qu'il y a un troisième sujet, et ça a été un petit peu évoqué par Patricia Millot, et je la rejoins, c'est quelque chose en plus que nous portons au mouvement démocrate depuis un moment. Je crois qu'il urge de changer aujourd'hui le système de représentation dans ce pays, et cela passera un jour ou l'autre, et je crois qu'il faut maintenant le faire très rapidement par la proportionnelle. Alors oui, il y a de la proportionnelle sur un scrutin comme les régionales, mais on voit bien que avec la prime majoritaire qui est accordée, c'est quand même pas un véritable scrutin proportionnel. En tout cas, je crois que les Français aspirent à être davantage représentés, d'être mieux représentés. Et si des formations politiques, quelles qu'elles soient, suscitent l'adhésion, aussi modeste soit-il, des électeurs, elles ont toute leur place dans les différentes assemblées de nos institutions. Jacques Séné ? Écoutez, moi j'ai aussi tenu un bureau de vote hier. Ce qui m'a marqué, c'est l'âge des électeurs. Alors je crois que ceux qui venaient voter savaient pourquoi ils venaient voter et quel était le rôle du conseil régional et du conseil départemental. Mais c'est ceux qui ne sont pas votés et qui ne sont pas venus voter qui l'ignoraient. Et en effet, les plus jeunes. Je ne sais pas si c'est de ressort de l'école ou de l'enseignement en général. Je ne suis pas sûr que ce soit les cours qui vont être les plus suivis, vous voyez. Si on transfère cette formation, si on confie cette formation à l'école, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que, il faut bien l'avouer aussi, la crise sanitaire nous a pas aidé à faire notre campagne, nous a pas aidé à rencontrer les gens, et le résultat s'en fait sentir forcément aujourd'hui. Et en plus, c'est dans tout le pays, on ne peut pas dire non plus que c'est particulier à notre département, parce que là, on est en train de parler globalement de l'ensemble du pays. Les Yvelines, d'habitude, ont un taux de participation plus élevé que la moyenne française. Cette fois-ci, c'est
presque pas le cas, quoi. Donc il y a vraiment profondément une question à résoudre. Est-ce que c'est par la proportionnelle ? Il faut bien l'avouer, hein, il faut aussi que les assemblées puissent, que les présidents des assemblées puissent, gérer, gouverner, que ce soit les conseils municipaux. Jean-Baptiste Dominique est maire de Villepreux. J'imagine que si le résultat des élections municipales à Villepreux avait été totalement à la proportionnelle, les choses seraient pas forcément évidentes pour gérer sa ville. Donc il faut trouver une solution qui ne donne pas une prime aussi importante, en effet, à celui qui arrive en tête. Mais en effet, moi je suis d'accord avec Patricia. Il est certain que, une dose. En plus, tous les présidents jusqu'à présent, depuis au moins 20 ans, l'ont promis, quelle que soit leur couleur politique, y compris celui qui aujourd'hui préside notre pays, et aucun, aux côtés du MoDem, et aucun ne l'a mis en place. D'ailleurs, c'est vrai, si on prenait sur ce plateau, LFI est pour la proportionnelle, le Rassemblement national est pour la proportionnelle, LREM était pour la proportionnelle, je ne sais plus, en partie, en théorie. En partie. Au fond, il y a que la droite et la gauche qui ont gouverné qui sont plus réticents vis-à-vis de cette proportionnelle. Hein. Je pense qu'on ne peut pas se contenter juste de faire la proportionnelle. À ce moment-là, il faut aller plus loin. Il faut refaire la totalité du fonctionnement de la Ve République. Simplement, on ne pouvait pas venir coller un système proportionnel. Je partage ce qu'a dit notre collègue il y a un instant sur l'ensemble des élections, en disant que vous aurez une capacité à gouverner. Et rappelons-nous de ce qui s'est passé des républiques qui nous ont précédés. Donc il faut quand même une proportionnelle intelligente. Et il faut revoir. Peut-être pas avec les institutions de la Ve. C'est pour ça que je pense que, et c'est certainement la raison pour laquelle ça ne s'est jamais fait, c'est qu'on se rend compte que si on applique simplement la proportionnelle, la Ve ne peut plus fonctionner. Et par conséquent, il faut revoir la totalité du fonctionnement de la Ve. Et là, je suis moins sûr que l'ensemble des partis soient d'accord de remettre à bas la Ve République. Je pense qu'il y a des discordances beaucoup plus importantes que la simple remise en place de la proportionnelle. Et puis je vais jeter une pierre. J'entends aussi, parfois dans certaines réunions politiques à laquelle j'ai le plaisir d'assister, que l'abstention, ça arrange aussi certains partis, suivant la situation où on est sortant ou qu'on veuille être entrant. Donc c'est toujours facile le lendemain des élections où on crie tous il faut la proportionnelle. Là, pour le coup, et quand on est ça aide plutôt les sortants. Justement, la question, ça semble assez évident. Et je l'entends dans certains calculs politiciens qui, du coup, d'ailleurs, dégoûtent probablement les électeurs en se disant après tout, on ne vient pas me chercher parce qu'on ne veut pas que je vienne voter. Ouais. Après, on pourrait discuter, mais enfin là, on n'a pas le temps, de faciliter aussi l'accès au vote. Je veux dire, on voit pas pourquoi avec Internet aujourd'hui, on peut pas faciliter les choses. Quand même, il y a d'autres moyens que de se rendre dans un bureau qui est toujours le même, etc. Même si on va avoir un débat sur rendre le vote obligatoire, Patrice, par exemple. Ou peut-être. Alors, il y a quand même une question politique, c'est que les deux grands courants qui sont censés dominer la vie politique, enfin, en tout cas pour la présidentielle, les deux favoris pour la présidentielle, sont les deux perdants de ces élections. Je parle de le Rassemblement national et LREM, enfin, et le macronisme, si je peux dire. Comment vous expliquez ça, Cyril Naute ? C'est vrai que notre électorat a le sentiment que ces élections ne servaient à rien. Et en fait, il se réserve pour l'élection prochaine présidentielle de 2022. Mais j'aimerais quand même, après ces discours pessimistes et défaitistes, ajouter qu'il y a malgré tout encore un second tour et qu'on peut encore avoir un sursaut démocratique, un sursaut de participation, en Ile-de-France bien sûr, mais aussi dans les autres régions. Et j'aimerais à cette occasion rappeler que, notamment en région PACA, le Rassemblement national peut gagner une région. Oui, on dit beaucoup que Mariani est déjà battu, c'est pas fait, en fait. C'est pas fait, mais c'est faisable. Donc non, je veux dire, le fait qu'il soit battu n'est pas inscrit dans le marbre. Enfin, exactement, je suis d'accord avec vous. Ça peut, en effet. Alors, c'est vrai qu'on constate généralement assez peu de retournements entre les premiers et deuxième tours. Enfin, c'est assez rare dans les élections, mais ça peut y avoir arriver. Une correction ou un rééquilibrage, en tout cas. On ne peut pas faire pire qu'au premier tour. Pierre Luce, au fond, cette défaite, parce que les deux perdants, c'est ça, c'est les deux favoris, au fond, de la présidentielle, c'est ceux qu'on présente comme étant les deux favoris de la présidentielle. Je pense que la chute libre des résultats du Rassemblement national s'explique avant tout par une incapacité à produire un programme, quel qu'il soit, même, je ne parle même pas d'un programme qui donnerait envie de voter, mais au moins d'un programme. Et il est inexistant, la preuve, la nationalisation du scrutin, les a fait tourner en boucle sur toujours les mêmes sujets, sécurité, immigration, terrorisme, depuis 3 mois. Et les électeurs qui sont conscients des compétences des départements et des régions ne sont pas dupes. Les résultats de la République en marche, ils s'expliquent aussi par un ancrage qui est débutant. C'est un mouvement récent. Rome ne s'est pas faite en un jour.
On ne peut pas Non, demander... ça fait 4 ans, là. Ça fait 4 ans, très bien, 4 ans, c'est très court. Non, mais C'était le premier scrutin départemental, le problème premier de scrutin Macron, c'est régional. pas qu'il est tout seul, au fond. Enfin, c'est la solitude C'est des le principe d'un entourés, mouvement il est pas de soutenu. néo-engagés. On ne peut pas demander aux gens de s'engager en politique, de faire un mouvement citoyen et en même temps d'être déjà des poids lourds de la politique. Et donc ça se construit sur le long terme. C'est vrai que c'est pas des élections favorables, enfin, ni pour le RN ni pour vous. Les élections locales ne sont pas les élections les plus favorables à ces mouvements. Nous n'avions pas de sortant, effectivement, et j'aimerais aussi ajouter que peut-être le problème du gouvernement de M. Macron, c'est le en même temps, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment qui il est, il vient de la gauche, il a été ministre de François Hollande, et maintenant il essaye de draguer la droite. Il y a eu des fusions avant même le premier tour, il y a eu beaucoup de confusion autour notamment de l'élection en PACA avec ce qu'a fait Renaud Muselier, et ça aussi je pense que c'est très négatif et néfaste pour la démocratie. Je pense que les électeurs, ils doivent savoir pour qui ils vont voter. Il faut que les hommes politiques qui se présentent doivent être clairs sur leur programme. Sébastien Ramage, LFI, c'est plutôt la partie faible au fond de la gauche, non? Alors, attention à ne pas trop tirer de conclusions sur des élections avec 25% de participation. Vous avez raison, il faut faire très attention si on tire des conclusions nationales sur ces élections. Je crois qu'il n'y a aucune leçon à tirer. Mais LFI, nous, on voit bien un truc, c'est qu'on a toujours dit que si on voulait gouverner, on devait gouverner avec le vote populaire. Là, il n'y a pas eu de vote populaire. On a fait des petits scores. Il y a une corrélation entre les deux votes. Plutôt de gens âgés, etc. Voilà. Donc déjà, moi, ça me rassure sur mon positionnement politique, paradoxalement. Mais surtout, voilà, la présidentielle, c'est là où tous les pouvoirs sont concentrés aujourd'hui. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de la responsabilité de toutes les formations politiques. En vérité, c'est plutôt ceux qui nous gouvernent qui sont responsables de la détérioration de l'état du débat public et qui sont aussi responsables de l'organisation des élections. On n'en a pas encore parlé, mais il y a quand même eu un certain nombre de manquements. L'envoi du matériel électoral, la privatisation de l'envoi du matériel électoral dans une période où il y a de moins en moins de gens qui votent. Résultat, il y a des gens qui n'ont même pas reçu le bulletin de vote à la maison avant le scrutin. C'est inédit des problèmes, dans l'histoire de la 5e. Je ne l'ai pas reçu. C'est la première fois, j'ai 40 ans, c'est la première fois que je ne reçois pas la propagande électorale chez moi. L'utilisation, la Poste avait une grosse partie du marché, c'est l'entreprise publique. Donc je pense que le sujet public-privé n'est pas du tout... Non, effectivement, sauf que c'est public à la Poste, c'est factuellement. Mais en tout cas, moi, j'aimerais juste dire une chose, c'est que malgré ce faible taux de participation, le score quand même cumulé des gauches, parce que on peut parler de plusieurs gauches, en tout cas, voilà, alors, dans les différentes régions. Parce que c'est important. Eh bien, en fait, le duopole Front National, La République En Marche, il est loin d'être assuré quand moi je vois les résultats, notamment en région Île-de-France, où en cumulé, on fait autant que Madame Pécresse. Alors, on va en reparler dans un instant des régionales. Jacques Chénier, je voulais voir, justement, au fond, la gauche se tient pas si mal dans ces élections, mais est-ce que c'est la gauche qui se tient ou les sortants qui se tiennent? Il est évident que la prime au sortant a joué, en tous les cas, pour la gauche. Mais si vous regardez les résultats en PACA, manifestement, la prime au sortant n'est pas forcément là. C'est vrai que les résultats dans les Yvelines sont loin de m'avoir satisfait. Et hier soir, je disais heureusement qu'on a au niveau national des résultats qui ne sont pas semblables à celui des Yvelines et qui m'ont remonté un petit peu le moral. Est-ce que c'est la prime au sortant seulement? Vous voyez, ce qui est très étrange quand on regarde la veille, ce que donnait la veille, il n'y a pas de sondage la veille, mais les résultats des sondages des jours précédents par rapport aux résultats de cette élection du premier tour, c'est vrai que c'est pas encore fini, hein, n'oublions pas sur tout ça. Mais ce qui est assez étonnant d'abord, c'est que le Parti socialiste qu'on donnait en vadrouille ou perdu reste quand même le premier parti de gauche au niveau national. Mais ceci ne veut pas dire que je ne considère pas qu'il faut que la gauche, et j'inclus les écologistes dans cette gauche, se réunissent, travaillent ensemble pour l'avenir, y compris pour réfléchir à ce que pourraient être ces futures élections que l'on discréditait tout à l'heure, enfin que l'on discrédite la méthode actuelle, je peux comprendre. Moi, je
quand j'analyse le scrutin dans les Yvelines, en tous les cas le résultat face auquel les électeurs vont se trouver au second tour, je vois tout simplement que sur les 21 cantons, il y en a 10 où il va y avoir un duel entre la droite et la gauche, ce qui n'était pas exactement le cas il y a 6 ans. 2 seulement où il va y avoir un duel entre la droite et l'Assemblée nationale. On va y venir tout à l'heure. On va y venir dans un instant. Là, on était juste, sur les grandes leçons. Sur Patricia Millot. Patricia Millot, un mot. Je ne partage pas le pessimisme de Jacques. Je pense que c'est vrai que je fais partie d'un parti qui n'a pas de sortant, donc on peut pas dire qu'on est avantagé par la prime au sortant. Mais je trouve quand même que, et il faut rester très mesuré dans nos propos parce que avec une telle abstention, rien ne veut rien dire. Mais je trouve que la gauche, les écologistes s'en sortent plutôt bien. Et la gauche et les écologistes peuvent obtenir des résultats, y compris dans les Yvelines, quand bien même on part d'un grand chelem Pierre Bédier dans les Yvelines. J'espère bien qu'on va casser ce grand chelem la semaine prochaine. Ok. Alors, on va parler justement des élections, des résultats tels qu'ils se sont produits dans cette région. On va commencer par les régionales. Il y a 6 listes qualifiées pour les régionales, avec Valérie Pécresse en tête. On a le tableau des résultats. Vous êtes déçu par le score de Laurent Saint-Martin, Pierre-Luce? Déçu, c'est toujours compliqué d'être satisfait de ne pas avoir un score plus élevé. Évidemment, on est content de la campagne qu'on a fait, on est content surtout d'être la seule formation qui est restée droit dans ses bottes pendant toute cette campagne. On n'a jamais cédé aux sirènes populistes et démagogiques comme à peu près l'ensemble des autres candidats présents à ce second tour. On a proposé un vrai projet progressiste pour la région. Et on va continuer à le défendre pour le second tour. Et donc, vous me maintenez au second tour. Jean-Baptiste Amonique, justement, alors, dans le MoDem, il y a certains membres du MoDem avaient rejoint Valérie Pécresse dans sa liste, d'autres étaient sur la liste de Laurent Saint-Martin. Vous regrettez pas, vous, de ne pas avoir soutenu directement Pécresse? Je pense pas qu'il faut poser la question à ces termes-là. Il faut regarder maintenant comment aborder le second tour. Moi, ma position, j'avais déjà eu l'occasion de l'exprimer à titre individuel. Après, plus fort. Il y a un dénominateur commun à trouver à chaque fois dans une formation politique, et puis après, on déroule sur ce qui a été convenu. Donc, je ressasse pas le passé. Maintenant, ce qui est important, c'est de regarder vers l'avenir. Ce que je note, parce qu'on a parlé d'implantation locale, et je crois que c'est le cœur du sujet quand on aborde des élections départementales et des élections régionales. Regardez le score que font les 2 têtes de liste MoDem en France. Je pense à Geneviève Darrieussecq et à Marc Fesneau, qui sont entre 15 et 17%. Ce sont les 2 meilleurs résultats pour la majorité présidentielle. Et comment cela s'explique? Pourquoi cette raison? Pourquoi en tout cas ces scores? Je crois que c'est dû à leur implantation locale. Donc quelque part, je rejoins aussi Pierre Luce quand il dit que La République En Marche est un jeune parti politique, un jeune mouvement, et qu'il a besoin de se structurer dans le temps. Quand nous avons des élus locaux et des figures locales un peu plus connues, qui ont œuvré aussi à différents échelons, c'est plus facile. Moi, je crois que là où on a commis une erreur, et je le dis très clairement, contrairement à ce qu'a fait Valérie Pécresse, elle l'a très bien compris, c'est que quand on aborde des scrutins de ce type, hormis les têtes de liste départementales, hormis la tête de liste régionale, je crois qu'il faut vraiment construire une liste sur les élus locaux, avec les élus locaux. Sinon, malgré nous, on nationalise le scrutin si nous avons des parlementaires, si nous avons des ministres, et ça, je crois que c'est quelque chose que la majorité présidentielle doit tirer comme enseignement. Ensuite, sur la région Île-de-France plus précisément, je rejoins ce qui a été dit par le délégué de La République En Marche. On a un programme qui a été élaboré en commun, qui est un bon programme, qui fait sens, avec de belles propositions. Et je ne crois pas que ce soit joué finalement sur cela. Je parlais d'implantation locale à l'instant, l'implantation locale évidemment des sortants. D'ailleurs, ça a été dit par Jacques Chenet quand il analysait les scores au niveau national des élections, que ce soit des sortants de gauche
ou de droite, si l'électeur connaît le sortant et juge que le bilan est plutôt correct, il ne se pose pas de questions et je crois même qu'il n'ira même pas regarder en détail les programmes des autres candidats. Donc il y a vraiment, encore une fois, un sujet, je crois, d'éducation aussi civique et de sensibilisation à le pourquoi du comment de ces scrutins. À quoi cela sert-il d'avoir aujourd'hui en France des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, et comment ces deux collectivités peuvent venir à bouger les choses, en tout cas apporter une amélioration dans le quotidien des Franciliens ou des Français. Et ça, je crois que ça a été mal perçu, parce que oui, ceux qui ne se sont pas déplacés ne s'y sont pas intéressés ou n'ont pas compris, mais on a aussi des personnes pour qui le vote est un acte citoyen très important, qui sont venus voter, mais on a bien eu la sensation dans les bureaux de vote que les gens venaient voter par habitude pour ceux qui sont revenus, mais je ne crois pas qu'il y ait toujours eu forcément un vote d'adhésion. Et juste un mot, Patrice, si vous me permettez, parce que ça n'a pas encore été dit, la politique pendant la crise vaccinale, notamment pendant la crise sanitaire du gouvernement, a été fortement critiquée. Imaginez s'il avait été différente, parce que si aujourd'hui nous n'avions pas vacciné en priorité les seniors et jusqu'aux 55-50 ans, je crois que le taux d'abstention dont nous sommes tous en train de dire qu'il est catastrophique ce matin serait de l'ordre de 10%. Donc moi je tiens aussi à remettre un peu les choses en perspective, et si nous n'avions pas eu de la part du gouvernement cette politique-là pendant la crise sanitaire, les résultats auraient été encore plus catastrophiques. Jean-Baptiste, ne dites surtout pas que les vaccinations des plus fragiles ont été faites pour qu'ils puissent venir voter à ces élections. Quand même. Ah non, je dis pas ça. Je dis juste que la conséquence. Oui. Je dis juste que c'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que si on n'avait pas avancé aussi rapidement sur la vaccination, en commençant par les plus fragiles, évidemment, on n'aurait eu personne dans les bureaux de vote hier. Il faut quand même se le dire. Cyril, le score de Jordan Bardella, un peu plus de 13%, c'est beaucoup moins que ce qui était annoncé. Écoutez, on sait que la région Île-de-France c'est la région la plus difficile pour le Rassemblement national. Nous avons perdu des voix, nous baissons également en pourcentage. En revanche, nous sommes en seconde position, ce qui n'était pas le cas en 2015. Donc voilà, j'appelle tous les Franciliens. Aussi. Oui, mais il y avait plusieurs listes de gauche en 2015 aussi, et c'était Claude Barthelone qui était en deuxième position assez largement. Mais encore une fois, oui, j'appelle les Franciliens donc à venir au second tour pour que nous ayons le groupe le plus puissant possible, le nombre d'élus le plus important possible pour incarner cette opposition à Valérie Pécresse et pour lui mettre la pression pour qu'elle ne cède pas aux dérives de la gauche. Patricia Millot, Julien Bayou est en tête de la gauche, si je peux dire, et donc ça sera lui, il va y avoir une union, je parle sous le contrôle de Sébastien Ramage, entre LFI, le PS et les Verts. Pour vous, c'est forcément une satisfaction, mais est-ce qu'il est en mesure d'être un rassembleur, Julien Bayou ? Alors, je voudrais dire d'abord que oui, on est très content. Julien Bayou est le premier de la gauche et des écologistes, parce que je pense que les écologistes se reconnaissent pas forcément dans ce qu'on appelle la gauche, et donc je pense que c'est important de dire que c'est un rassemblement de la gauche autour de Julien Bayou. Les négociations étaient prévisibles. Il n'y a pas d'entourloupe sur ce second tour. Il avait été dit dès le départ qu'il y aura une fusion derrière le mieux placé, et c'est ce qui se passe. J'entends que l'AREM est droit dans ses bottes, mais je ne sais pas très bien quelle botte a l'AREM. Ce que je sais, c'est que le programme écologiste était très clair et qu'il y a un certain nombre de choses qui perdureront dans un programme qui va s'établir entre les trois candidats de la gauche et des écologistes, et nous en sommes très contents. Les bottes de la REM, alors moi, je note que entre critiquer la République En Marche, le Rassemblement national, visiblement, les écologistes ont fait leur choix. Il y a qui critique plus, à votre avis, les REM. C'est ce qu'on voit depuis le début. Il y a toujours une espèce de relativisme un peu bizarre sur ces sujets-là. Chacun en tirera ses conclusions. Pardon ? On va inverser les choses, là. C'est un peu gonflé. C'est un peu gonflé de dire ça, c'est-à-dire que votre principal ennemi, c'est le Rassemblement national. De dire que les écologistes ne sont pas préfèrent le RN à l'AREM, c'est quand même un peu exagéré, d'autant que il me semble que historiquement les écologistes ont toujours été très très
vent debout contre toutes les idées d'extrême droite. Donc, c'est un peu difficile d'entendre que les écologistes préféreraient le rassemblement à la REM. Il ne faut pas déformer la réalité quand même. Jacques Chenet, Pulvar 11%, c'est une claque pour Hidalgo, non? Écoutez, moi, je ne sais pas la campagne de Anne Hidalgo. Hein. Je vous rappelle que ça, c'est la campagne de la presse, pas la nôtre. Nous, on n'a pas désigné notre candidat et je vous rappelle même que toutes les portes sont ouvertes pour que le candidat soit pas forcément un socialiste. Je répète simplement les mots de notre premier secrétaire. Donc ne m'amenez pas sur ce terrain-là. Nous votions pour Audrey Pulvar, qui n'est pas socialiste, encore une fois. Écoutez, les électeurs font leur choix. Hein. Nous, on va se réunir. D'abord, les réunions sont déjà en cours. Le rassemblement va se faire. Si vous avez regardé les c'était très faible dans cette campagne. Je suis assez d'accord avec, je crois que c'était Jean-Baptiste Amanic qui soulignait qu'il y avait eu très peu de débats dans les médias, y compris d'ailleurs, bizarrement, très peu de papiers dans la presse écrite. Mais toujours est-il que quand vous suiviez les peu de débats qu'il y a eu, je crois, sur FR3 et LCI, moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est la convergence qu'il y avait entre les trois listes de gauche. Et mon profond regret, c'est qu'on était assez stupides, tous, pour continuer à nous présenter au premier tour, comme ça se fait depuis très longtemps, malheureusement, séparés, alors qu'aujourd'hui, on serait dans une situation totalement différente. Vous seriez à 33% ou 34%, ça changerait un peu les choses. Mais non. Bien sûr. Non, mais je sais Patricia que Millot, la position de Patricia est totalement différente. Ça va être difficile à dire au deuxième tour de dire qu'il y a des gens qui votent plus facilement pour les Verts parce qu'ils ne voteraient pas pour la gauche, par exemple. Sébastien Ramage C'est en même temps. Non, c'est pas tout à fait comme ça. On était c'est pas tout à fait ça, Jacques. On était inaudible sur nos sujets dans une grande partie des débats à trois. Alors, un seul candidat ou une seule candidate, je pense que ça aurait été compliqué. Le fait est que là, on a la possibilité d'exprimer trois sensibilités différentes, qu'on peut constater que globalement, notre camp, notre électorat a à peu près donné le même résultat pour chacune des trois listes. Preuve que voilà, les gens s'y sont intéressés et ont pu s'accaparer le programme. Voilà, après, peu de mobilisation populaire. Je pense que ceux qui ont le plus de réserves aujourd'hui, c'est nous. Monsieur Abonic avait l'avantage d'être extrêmement clair sur sa vision d'une élection. Il disait il faut qu'on fasse des listes à partir d'élus. Je pense que ce qui caractérise nos trois listes de gauche, c'est que nous, on a fait des listes à partir de gens qui sont impliqués syndicalement, dans des associations, qui font partie de luttes et engagés sur le territoire, des gens qu'on appelle société civile pour certains. Bref, on a une liste qui, pour le coup, reflète un peu cette Île-de-France qui essaie de bouger pour que les choses changent au quotidien sur le terrain. Et maintenant, c'est quelque chose sur lequel il faut s'attacher et s'accrocher, parce que je suis convaincu que le rassemblement de ces trois listes-là va pouvoir emporter une dynamique bien plus importante qu'au premier tour. Ah oui, vous pensez que ça ne va pas y avoir de déperdition? Ah non, au contraire, je pense que c'est nous qui avons le plus de réserves de voix. Et donc maintenant, il faut y aller. Ça me paraît un peu plus optimiste pour vous, mais... Avant le premier tour, on ne parlait pas de ces élections. Désormais, on en parle. Moi, j'aimerais être petite souris pour voir les discussions, parce qu'entre des représentants d'un indigénisme absolu, de sociodémocrates et des gens qui interdisent les bateaux à voile et les sapins de Noël, moi, je souhaiterais être dans la salle, parce qu'il faudra qu'on m'explique comment le PS peut s'entendre avec Clémentine Autain ou avec LFI, et comment M. Mélenchon peut être représenté aujourd'hui comme un grand démocrate nous parlant d'écologie. Moi, franchement, si vous avez l'enregistrement, je suis preneur, parce que ça va être extraordinaire. Peut-être que vous tenir votre langue dans votre bouche avant de traiter les gens d'indigénistes, déjà. C'est pas très respectueux. Quand on est républicain, on aborde le débat politique sur des bases un peu plus respectueuses. Mais je peux reprendre les propos de Mme Pulvar. Pour moi, elle s'est perdue. Elle est indigéniste, Mme Pulvar. Mais prenez les propos et les soutiens qui ont été faits à un certain nombre de manifestations. Je les assume totalement. Reprenez les enregistrements. Alors, c'est vrai qu'elle avait approuvé la politique de l'UNEF, qui était de faire des réunions interdites. Moi, j'étais dirigeant de l'UNEF à un moment. L'UNEF n'est pas indigéniste. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous mettez derrière ce terme. Et je pense qu'il faut faire attention. Je rappelle ce propos. Les termes qu'on emploie sur des plateaux télé. Il y a des passifs historiques. J'assume mes responsabilités. Je vous dis que vous avez trois candidats fondamentalement différents, avec des programmes totalement différents, qui ont produit des propos qui ne peuvent pas être conciliés.
Sauf dans notre tambouille politique qui amène les gens à ne pas voter. Voilà, c'est ça. Il y a des caricatures qui. Non, c'est pas des caricatures, c'est une réalité. C'est Caricaturer, extraordinaire. c'est pas dire la vérité. Par contre, masquer derrière un brouillard, effectivement, pour ne pas faire comprendre que ce sont trois personnes qui ont des programmes fondamentalement différents, pour moi, c'est mentir aux électeurs. Au contraire, on est extrêmement convergents sur la question des transports, par exemple. On est les seuls à avoir parlé d'investissement dans les infrastructures publiques. On est les seuls à avoir parlé de baisse des tarifs sur. Personne d'autre n'a parlé d'investissement dans les infrastructures publiques, dans les transports. Non, on aurait bien voulu entendre justement les différentes droites parler d'autre chose que de la sécurité. Et de la laïcité. Vous avez parlé que de La ça, laïcité, par on exemple. parle pas de la laïcité. Si, il me semble. Non, vous n'avez parlé que de ça. Que dès qu'il y avait une possibilité de dévier le débat sur ces sujets-là. Si le parti socialiste ne parle plus de laïcité, c'est quand même. Pour nous, on moi, la défend, contrairement à vous, monsieur. C'est pas de la posture. Moi, je ne défends pas la laïcité. Oui. Monsieur, voudriez vous renseigner sur qui je suis, d'où je Bah, viens. peut-être que vous aussi. Yannis, devrez vous un mot sur les renseigner. transports, DI, on va quand passer à un autre sujet. Sur les transports, c'est assez simple. Nous, on faisait partie de ceux qui proposaient les investissements, plus d'investissements dans les transports, mais surtout, nous, on permettait de le financer. On n'allait pas vendre des transports gratuits en disant qu'on allait en plus investir, c'est pas possible. Ça me paraît un peu compliqué. Donc, je pense qu'il faut, là aussi, il faut s'éloigner de trop caricaturer les candidats. Il faut aussi s'interroger sur je rejoins un peu sur la capacité à rassembler des gens qui, au début, sont partis différemment. Et ça risque de ne pas être très clair pour les électeurs. Patricia Millot, vous êtes optimiste sur ce rassemblement? En un mot, parce qu'il faut qu'on passe au départemental. Oui, moi je suis assez optimiste. Je suis un peu écœurée de la caricature que j'entends là sur les écologistes et le sapin de Noël. Franchement, il faudrait peut-être essayer de comprendre les idées avant de les déformer à ce point, parce que je trouve ça vraiment assez insupportable. Pourtant, c'est Et vrai. je pense que les idées de Clémentine Autain, comme d'Audrey Pulvar, comme celles de Julien Bayou, peuvent faire un programme. Bien sûr qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, sinon on serait tous dans le même parti et ça s'appellerait pas du pluralisme. Mais on est capable de faire comme ça peut se faire, par exemple, au Parlement européen, où des choses se font et pas forcément avec des gens qui sont des mêmes partis. Oui. Je pense qu'on peut faire des compromis qui ne sont pas des compromissions, mais qui sont des compromis sur des sujets. Et je pense qu'avec les trois formations, on est tout à fait capable de produire un programme qui sera applicable et appliqué, contrairement au programme de Valérie Pécresse, qui n'a pas été appliqué dans ce qui était dans le social et dans l'environnemental. Et dans les lycées. Oui, mais je ne pouvais pas tout citer, excuse-moi. Grande laïque. Un mot justement sur Valérie Pécresse, mais très très rapidement. 36%, c'est un très bon score. Et en même temps, quand dans le Nord, Bertrand fait 43, que Wauquiez fait 44 en Rhône-Alpes, est-ce que ça ne la plombe pas pour un avenir éventuel présidentiel ? Est-ce que c'est pas la moins bien élue de la droite? Ça montre que son bilan n'est pas aussi bon que ce qu'elle aurait aimé vendre pendant cette campagne, simplement. Laurent, non Ça montre aussi que la région de France me semble morcelée avec des populations qui sont totalement différentes. Oui, ce qui est moins le cas. Jean-Baptiste? Oui, je disais, relativisons aussi les scores. C'est pas pour me faire, c'est pas mon rôle et je le ferai évidemment pas. Je suis pas l'avocat de Valérie Pécresse là-dessus et surtout pas à l'approche de la présidentielle. En tout cas, si vous prenez les scores de Xavier Bertrand et de Laurent Wauquiez, quand vous regardez leur score par rapport à l'abstention, finalement, ils font 13% des voix. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut relativiser. C'est 13% des voix. On va parler. Donc, on va passer au départemental. Aussi, Pardon. On va passer au départemental. Non, attendez, il reste 10 minutes, c'est vrai qu'on en parle. Un mot encore sur les régionales, parce que tout à l'heure, j'ai entendu une caricature du représentant de LR, je crois, concernant une partie de la gauche qui ne pourrait pas s'unir parce qu'elle aurait des positions totalement différentes. Je vous répète tout à l'heure que ceux qui ont suivi les débats ont dû voir à quel point les positions étaient proches. C'était extrêmement frappant. Donc j'imagine que les négociations qui sont en cours vont se faire sans trop de difficultés, au moins au niveau du fond, c'est-à-dire du programme. Mais je voudrais, et là, moi aussi, je vais me lancer dans la caricature, mais en le précisant, répondre aux représentants de LR, donc il a aussi de LRM, je crois. Enfin, en tous les cas, ils ont aussi entrepris, aussi bien Valérie Pécresse que Saint-Martin, des propositions concernant la sécurité. Je rappelle, de Saint-Martin, je vais créer
une 500 policiers. Voilà. Police régionale, oui. Donc, est-ce que pour autant, il faut qu'on fasse ce genre de remarques? C'est-à-dire que vous avez des propositions qui sont très proches de celles du RN, et donc vous n'êtes pas les meilleurs remparts contre le RN? On ne se permet pas ce genre de choses, donc évitez les caricatures que vous avez faites tout à l'heure. Ok. Cyril Naute, vous voulez commenter? Non, non, c'est leurs affaires. Alors, on va passer au départemental. Alors, élection départementale, bon, on va parler de votre canton, Mantes-la-Jolie. C'était un des cantons qui était surveillé, forcément scruté dans les Yvelines. Pierre Bédier, je crois, 36%. Vous-même, vous avez 21, un peu moins de 22%. C'est 37,19%, Pierre Bédier. Vous, un peu moins de 22%. C'est un échec? On subit l'abstention. Parce que vous avez beaucoup d'ardeur dans cette campagne. Et vous avez fait une campagne anti-Bédier, on peut dire ça. Nous ne sommes pas les seuls. Nous avons tous dénoncé Pierre Bédier et son système clientéliste, islamo-clientéliste, y compris la candidate, le binôme LREM. Les binômes de gauche ont aussi dénoncé la corruption. Le mot a été utilisé dans les tracts politiques. Écoutez, moi, j'invite tous ces binômes à tirer les conséquences de leurs graves accusations. Et de tout faire au second tour pour éliminer Pierre Bédier. Ouais. Il y avait un candidat LREM, en effet, dans ce canton. Ce n'est pas le cas partout, parce qu'il y avait aussi des LREM qui étaient sur la liste de Pierre Bédier. Pourquoi il y a eu des choix différents? Alors, il y a eu cinq binômes de candidats LREM qui ont été soutenus officiellement par le mouvement. Il y a eu deux autres décisions individuelles, des choix personnels de candidats qui se sont portés sur la liste PY. En fait, on a fait le choix de présenter peut-être moins de candidats, mais vraiment des candidats qui étaient des candidats citoyens issus de la société civile, la plupart non élus ou très récemment élus, jeunes engagés en politique. Et on est allé vraiment sur les cantons où il y avait des enjeux forts, celui de Mantes, celui de Trappes, qui étaient... on avait vraiment, nous aussi, un projet à défendre dans le département pour en fait remettre un département des Yvelines qui soit simplement pas un des départements les plus riches, tout en étant l'avant-dernier dans les dépenses en termes de solidarité et dans toutes ces compétences qui sont les plus importantes. Et c'est ce projet-là qu'on a voulu défendre avec 5 binômes répartis sur le département. D'accord. Je précise, vous êtes en tête dans la ville dont vous avez été maire. Je suis en tête dans 3 communes sur 5, Magnanville, Buchelet et Mantes-la-Ville. Je bats Pierre Bédier de 75 voix, malgré le fait que son binôme soit la première adjointe de Mantes-la-Ville. Donc ça me fait effectivement extrêmement plaisir. J'en profite pour remercier chaleureusement les Mantevillois. Cela démontre que tous les Mantevillois ne sont pas à vendre. C'est-à-dire que depuis un an... À vendre à vendre. C'est-à-dire que... au moins par des subventions, qui sont une méthode légale d'achat, puisque quand on déverse près de 11 millions d'euros de promesses de subventions, parce que à ce stade, ce ne sont que des promesses, mais 11 millions d'euros de subventions en un an au poulain de Pierre Bédier, à savoir le nouveau maire de on ne va pas faire la campagne parce que Pierre Bédier n'est pas là. Donc, oui, mais en l'occurrence, c'est la réalité, et je suis malgré tout en tête, et je m'en félicite. Jean-Baptiste Amonique, vous êtes le MoDem a fait alliance avec depuis 2015. PY, Ensemble pour les Yvelines. Vous êtes satisfait de cette alliance? Oui, mais vous savez, c'est une alliance, c'est ce que je disais, qui date depuis l'année 2015, depuis le précédent scrutin des départementales. On n'avait pas eu la chance de pouvoir avoir à cette époque des candidats et donc des élus. En revanche, là, c'est vrai qu'on s'est entendu très tôt sur le projet et sur l'ambition qu'on souhaitait porter sur le département. Ce premier tour des départementales, il est quand même très positif, puisque finalement, il y a uniquement, je crois, 2 cantons sur lesquels les binômes des PY n'arrivent pas en tête, avec 4 ou 5 cantons, voire plus, où on dépasse les 50% pour les binômes PY. Alors évidemment, toujours en raison de ce faible taux de participation, il faudra repasser devant les électeurs dimanche prochain, mais je pense au canton de Poissy, où Carl Olive et son binôme fait 60%. Je pense à Saint-Germain-en-Laye avec Arnaud Péricard qui est à 61%. Je pense au canton de Chatou à 60%. Bon, donc on voit que là aussi, l'implantation locale, le bilan
sont des choses auxquelles les électeurs sont très sensibles. Maintenant, il va falloir confirmer tout ça le week-end prochain. Et si vous me permettez, mais je suis sûr que Laurent Mazory en dira un mot, un motif de satisfaction, c'est le résultat sur le canton de Trappes, où on nous avait annoncé... En tout cas, oui, on nous avait annoncé que ce serait très compliqué et que la gauche allait gagner ce canton sans difficulté. Je crois que quand on regarde aujourd'hui les résultats, on voit quand même que ça va être compliqué, c'est pas gagné, mais qu'il y a match. Il y a match et moi je remercie vraiment, en tout cas je soutiens Anne Capio et Nicolas Daville qui ont réalisé un excellent mandat au conseil départemental, qui sont deux élus très engagés et qui auront à cœur de démontrer qu'ils sont les meilleurs candidats possibles pour le canton dimanche prochain. L'REM, ça va être important dans ce canton de Trappes, parce que tu as près de 10%. Mais vous ne pouvez pas rester, évidemment, en lice. Il va y avoir un désistement. Il va y avoir un... Désistement, on n'est pas qualifié, donc le désistement est rapide. Mais un appel. On est encore en train de discuter aujourd'hui. On va se voir. On va avoir un comité politique ce soir qui prendra ce genre de décision. D'accord. Vous soutiendrez Ali Rabet Oui, alors on le soutenait au premier tour. Il avait l'étiquette France Insoumise. On continuera à le soutenir au second. Je pense que le fruit de son court bilan commence déjà, commence déjà à porter ses fruits en tant que maire de Trappes. Donc nous, on soutiendra à fond cette liste. Et juste pour revenir sur ce qui se passait dans le Mantois, on voit aussi que le plus une élection a un faible taux de participation, le plus le résultat final va se jouer en fait sur les réseaux militants et sur la capacité de réseauter dans un certain nombre de cercles. C'est quand même la spécialité de M. Bédier, on ne va pas se mentir, on le sait tous ici. Et donc nous, on a quand même mené une liste qui arrive en 3e position avec 17%, Audrey Allier, candidate France Insoumise, avec une liste d'union de la gauche. Maintenant, si on veut mettre fin au système Bédier, on n'a pas le choix, il faudra une mobilisation populaire. Et pour une mobilisation populaire, il faut des élections avec un taux de participation un peu plus élevé. Sinon, la bédierie continuera. Vous pouvez faire beaucoup de reproches à Pierre Bédier, mais c'est pas sa faute si les gens ne sont pas allés voter. J'aimerais dire que Pierre Bédier n'est pas encore élu, contrairement à ce qu'annonçait l'infographie tout à l'heure. Oui, alors il y a un second tour. Vous êtes deux. Enfin, il n'y a plus que deux binômes. Laurent Mazory sur ces cantons. Oui, alors pour le moment, je laisse le Mantois s'exprimer. Je partage une partie de ce qui a été dit sur la complexité et le fait qu'effectivement, il faut faire revenir des électeurs aux urnes, de toute façon, pour départager l'ensemble des candidats. Sur celui de Trappes, puisqu'on parlait de réseautage, on est un petit peu aussi dans ce cas de figure-là, puisqu'on sait tous les particularités de Trappes et de la Verrière et les complexités locales que l'on rencontre. C'est effectivement un très très beau résultat pour Ensemble pour les Yvelines et pour Anne Capio, ma collègue élue d'ailleurs à Elancourt, et Nicolas Naville, le maire de la Verrière. C'est pas gagné. Le combat doit continuer. Je pense que les différents partis, effectivement, qui vont se retirer seront appelés, si tant est qu'on est propriétaire de ces électeurs, les électeurs à rejoindre effectivement la candidature d'Ensemble pour les Yvelines. Après, on voit que c'est très serré et c'est historiquement toujours le cas sur un canton dans lequel, qui plus est, l'abstention est souvent plus forte qu'ailleurs. Je trouve d'ailleurs que globalement, la mobilisation s'est plutôt bien faite des deux côtés et ça, on peut vraiment féliciter les électeurs de tous les camps d'être venus voter. J'espère qu'ils voteront encore plus fort la semaine prochaine et puis évidemment que les deux candidats d'Ensemble pour les Yvelines seront en tête. Patricia Billot et Jacques Chédé, vous allez mettre l'accent. Il nous reste quelques secondes à peine sur ce canton. Sur ce canton, nous soutenons Ali Rabet et son équipe. Il n'y a pas de raison qu'on change entre les deux tours, même si au municipal, nous l'avons fait mais pour d'autres raisons. Là, je ferai quand même remarquer à la droite que les sortants n'ont pas de prime. Manifestement, là, on n'entend plus parler de prime. Et puis, deuxièmement, il me semble, mais peut-être que je fais une erreur, que la dernière fois, la droite était en tête. Elancourt était en tête sur ce canton, au premier tour. Donc, la situation est totalement différente et j'espère que là, la prime ira à celui qui est en tête. À ceux qui sont en tête. Un mot pour conclure. Est-ce que vous espérez, ou est-ce qu'on peut espérer une mobilisation plus forte des électeurs pour le deuxième tour, oui ou non, très rapidement, Pierre-Luce? Je suis étonnée, vous ne m'avez pas demandé mon avis sur Allez-y, Patricia, pardon. Les résultats de Mantes et de Trappes et de ce que pensent les écologistes de ces élections départementales. Allez-y. On vous écoute. Donc je voulais donner la satisfaction des écologistes sur le
Parce que je pense que, par exemple, dans le canton de Rambouillet, j'ai le grand plaisir d'être au deuxième tour et d'être devant le Front National, ce qui est la première fois depuis bien longtemps. Et quant aux élections à Mantes, je pense que le clientélisme de Pierre Bédier est en opposition au Front National. C'est aux électeurs de décider de ce qu'ils préfèrent. Je ne suis pas sûre que nous donnerons une consigne de vote, mais c'est aux candidats locaux de se déterminer. Et quant à Trappes, je pense que cette alliance qui était large de la gauche et des écologistes, je rappelle que les écologistes sont dans cette alliance, à mon avis, augure plutôt bien. Et il faut absolument qu'on fasse beaucoup appel aux abstentionnistes parce que c'est eux qui vont faire la différence. D'accord. Vous avez bien dit qu'entre Pierre Bédier et le Rassemblement national, vous ne choisissez pas, hein? À titre personnel, j'aurais beaucoup de mal à choisir. Je ne sais pas ce que je ferais. Et je pense que c'est aux candidats locaux de prendre leurs décisions. C'est une bonne nouvelle pour vous. Je ne parlerai pas à leur place. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Non, mais il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Si on veut éliminer Pierre Bédier, il faut voter Cyril Naute. C'est le seul moyen de l'éliminer. Voilà, c'est clair. Vrai qu'on vous avez toute une semaine pour faire campagne. Merci à tous. Malheureusement, l'émission est terminée. Merci à tous. Pardon pour les ennuis un peu techniques du début. On aura peut-être l'occasion de se retrouver, j'espère, le lendemain du deuxième tour, c'est-à-dire lundi prochain. Merci à tous.